Bonjour. 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 Est-ce que vous nous entendez? Ah, j'entends pas. Alors, Si Victor nous entend, vraisemblablement. ah, Bonjour à ceux qui nous rejoignent. donc bonjour à tous. Écoutez, il est parfaitement 15 heures. Donc, je vous propose qu'on commence ce webinaire. Je vais tout d'abord me présenter. Je suis Orlane Dové-Maliard, je suis chargée de mission au territoire entreprises et réseaux au sein de la CCI Seine-et-Marne. Mon rôle est donc d'accompagner les entreprises et les territoires sur leurs projets de développement, de transition écologique, en lien avec bien sûr toute la performance durable. Et puis, donc aujourd'hui, vous propose un webinaire qui est consacré au numérique responsable que Romain Rançon va pouvoir vous présenter et il se présentera juste après moi. Donc aujourd'hui, effectivement, le numérique responsable, c'est une thématique qui est devenue un incontournable pour les entreprises puisque c'est un véritable levier de performance et d'innovation. Mais pour autant, il génère quand même quelques impacts environnementaux, économiques et sociétaux. Donc, il est important de le maîtriser. Donc voilà, donc après je vais laisser la parole à Romain Rançon. Moi je vais vous souhaiter un excellent webinaire et je vais juste vous préciser que ce webinaire est bien entendu enregistré. Merci. Merci Orlane. Eh bien, bienvenue à tous. Donc, je suis Romain Rançon, je suis un consultant indépendant en numérique responsable. C'est mon sujet principal d'activité. J'ai 25 ans de carrière d'informatique derrière moi, puis il y a 2 ans et demi, j'ai décidé de me lancer en indépendant. Et j'ai deux sujets, on va dire, un petit peu de prédilection que vont être le carbone, avec des bilans carbone, des ACV. On aura l'occasion de parler un petit peu de tout ça après. Et puis la cybersécurité également, qui est un gros sujet pour moi. Voilà, donc j'accompagne des entreprises sur ces questions-là pour les aider à améliorer leur système d'information et à mesurer un petit peu mieux peut-être les impacts. Ce qu'on vous propose aujourd'hui, c'est de parcourir en quelques temps ce que c'est que le numérique responsable et donc ce qu'il peut vous apporter et puis quelles sont les contraintes, puisqu'il y en a forcément derrière. Chaque médaille a un revers. On va commencer par définir un petit peu ce que c'est que le numérique responsable. Ça vaut le coup qu'on mette des mots sur des concepts, qu'on voit un petit peu comment ce numérique responsable s'intègre dans la stratégie du système d'information. Ensuite, on va faire un focus sur tous les impacts, tous les enjeux du numérique sur nous et la planète, tout bêtement. Je vous parlerai également du label numérique responsable, puisque c'est un outil vraiment utile pour pouvoir se lancer ou tout simplement pour évaluer la maturité d'une organisation sur ces questions-là. Et puis pour concrétiser un petit peu tout ça, je vous proposerai de faire un focus sur les postes de travail, les laptops, les ordinateurs portables finalement, utilisés en entreprise. Et puis grâce à tout ça, en théorie, on pourra définir les étapes qui permettront de se lancer à l'aventure du numérique responsable. Voilà, on y va. Dernier détail, n'hésitez pas à poser des questions dans le chat. On les prendra à la fin en les parcourant, donc, mais vous pouvez les noter au fur et à mesure. Et puis, je vous ferai participer aussi à différents moments en vous faisant appel à vos connaissances. Vous pourrez aussi, vous aurez l'occasion de vous exprimer dans le chat à ces occasions-là. Très bien, allez, je propose qu'on se lance. Donc, commençons par définir de quoi il s'agit. Qu'est-ce que le numérique responsable? Donc, finalement, on pourrait le résumer, je vais vous le dire en un mot très simple. Je pense que vous connaissez la RSE, la responsabilité sociétale des entreprises. Et bien finalement, le numérique responsable, c'est la transposition de la RSE sur l'informatique au niveau du système d'information, mais aussi des équipes informatiques. Donc, on va poser dans la stratégie du SI, qui peut comprendre des éléments comme la gouvernance du système d'information et le management des équipes informatiques, tout ce qui est achat de matériel et de logiciels. On a également des enjeux de communication interne et externe quand on pilote un système d'information.
On prend en compte également tous les aspects relatifs aux clients, aux utilisateurs ou au marché qu'on adresse. Un système d'information se pilote grâce à des processus, des bonnes pratiques, et en général, on déploie des systèmes avec des projets. On va gérer les infrastructures, gérer la bureautique, donc les fameux postes de travail, et puis évidemment, comme dans toute entreprise, on va retrouver, même si c'est un sous-ensemble de l'entreprise, des aspects de culture avec la gestion des compétences ou l'engagement des collaborateurs. On va vraiment traduire tous les enjeux de la RSE dans ces aspects-là du système d'information. Donc finalement, à la fin, qu'est-ce qu'on obtient? On obtient une autre façon différente peut-être de concevoir, de développer, de gérer les systèmes les services informatiques, les services numériques pour une entreprise. Et on peut le transposer, alors je parle d'entreprise, parce que c'est le monde dans lequel je viens, mais vous pouvez tout à fait le transposer à d'autres types d'organisations. J'accompagne par exemple des communes ou d'autres types d'organisations, des associations, donc c'est tout à fait transposable à d'autres types d'organisations. Voilà, donc ça c'est un petit peu la définition, et maintenant on peut rentrer finalement dans les grands enjeux qui sont couverts par le numérique responsable. Le premier dont je veux parler, c'est celui du bas, c'est l'impératif de profitabilité. Quand on lance une démarche numérique responsable, on va vraiment chercher à quand même faire en sorte que l'entreprise elle fonctionne. Le but, c'est pas de lancer une démarche, de dépenser des budgets sans fin et puis de couler une boîte. Non, bien évidemment, on fait ça pour que l'entreprise elle soit profitable. Donc, pourquoi finalement se poser ces questions-là? Bien, tout simplement parce que il y a de plus en plus de clients, et notamment des grands groupes qui peuvent être soumis à des réglementations européennes comme la CSRD, qui vont demander à leurs fournisseurs des engagements sur les questions RSE, et ça donc passe par des actions qui doivent être réalisées au niveau de l'informatique. Il y a aussi un enjeu de pérennité de l'informatique dans l'organisation. Si on ne prend pas ces mesures ou si on ne fait pas une analyse des risques par rapport aux enjeux qu'on va détailler là, on peut avoir des dysfonctionnements de l'informatique et donc mettre en danger l'organisation qui fonctionne grâce à ça. C'est aussi un enjeu de souveraineté, troisième aspect, réduire la dépendance avec des services numériques externes, et en particulier quand ils ne sont pas européens ou français. Et puis, c'est un bon moyen quand même d'attirer et conserver les talents, les développeurs informatiques. Donc, ça, c'est l'impératif de profitabilité. Il est important, on le prend en compte de manière transversale avec les impacts, avec les enjeux majeurs, les enjeux environnementaux, sociétaux et sociaux. Je ne vais pas vous surprendre, dans l'environnemental, vous allez retrouver des notions comme les émissions de gaz à effet de serre, voilà, le carbone. On va retrouver la consommation d'énergie également, ça va être un enjeu important, et on verra tout à l'heure que les nouveaux services numériques ont tendance à consommer de l'énergie de manière exponentielle. Sur l'impact environnemental, on va également trouver par exemple l'impact de la fabrication des matériels qu'on emploie, puisque pour les fabriquer, il faut aller creuser la terre, pour aller extraire des minéraux, des métaux, et ça a un impact fort. On a également la gestion de l'eau. Pour refroidir les serveurs, on utilise de l'eau. Cette eau douce, elle est du coup potentiellement confisquée. Elle va s'évaporer si elle est utilisée pour refroidir les équipements. Et puis, elle peut aussi, dans certains cas, quand il y a quelques data centers qui, encore en France, sont concernés, émettre des polluants dans l'eau parce qu'ils passent par des circuits qui sont traités avec des polluants. Et on va regarder également la biodiversité sur cet aspect environnemental. Donc le numérique a des impacts sur l'ensemble de ces aspects-là. Le sociétal, lui, va plutôt regarder comment le numérique impacte la société dans son ensemble et comment il est impacté par la société. Comment il est impacté par la société? Par des réglementations qui sont à respecter. D'accord? Vous le savez, le RGPD, je pense que vous avez entendu parler, les données à caractère personnel, elles doivent être protégées. Donc ça, c'est une réglementation qui s'impose aux entreprises sur la gestion de leur numérique. Mais en termes d'impact sur la société, vous avez justement la cybersécurité. C'est un gros volet. Je pense qu'on en parle beaucoup depuis quelques années. Dans la presse, vous voyez passer les attaques, les vols de données, justement, qui se déroulent auprès de certaines entreprises. Et voilà,
la responsabilité sociétale d'une entreprise, c'est de protéger les données de ses clients et donc peut-être même aussi de ses fournisseurs d'ailleurs, et donc comment dirais-je, de faire en sorte que la cybersécurité soit exemplaire. Et on va trouver aussi d'autres aspects comme les achats responsables ou le respect de certains standards. Je prends un exemple pour illustrer ce point-là. Lorsque vous gérez vous-même, lorsque votre entreprise gère elle-même des paiements par carte bancaire pour des achats en ligne, c'est-à-dire que ce service de paiement par carte bancaire, il n'est pas sous-traité, mais vous le gérez vous-même, vous devez respecter un standard qui s'appelle le PCI DSS, qui a été émis par l'ensemble des acteurs cartes bancaires dans le monde et qui sont un ensemble de normes et de critères à respecter pour pouvoir encaisser des paiements par carte bancaire en ligne. Voilà, voilà un exemple. Et enfin, les aspects sociaux. Donc là, les aspects sociaux, on parle des personnes, on parle des collaborateurs, on parle des utilisateurs des services numériques, on parle des clients, on parle des collaborateurs dans les entreprises fournisseurs. Donc là, on va s'attacher à regarder l'accessibilité numérique. Donc voilà, faire en sorte que le service numérique qu'on met à disposition, eh bien, il puisse être utilisé par exemple par des personnes malvoyantes ou malentendantes. Et ça peut être aussi bête que moi, sans lunettes, je vois rien et j'ai besoin de contraste ou j'ai besoin de caractères un peu plus gros pour pouvoir les lire sur mon écran. Voilà, ça peut être des choses aussi simples que ça. L'accessibilité, ce n'est pas qu'une question de malvoyance. La malvoyance, en tout cas, ça peut être quelque chose d'assez simple. Au sein des équipes informatiques, on va s'intéresser également à la formation des collaborateurs, à la gestion de leurs compétences, à la diversité des profils, à la qualité de vie au travail. Donc, on est vraiment sur la transposition de ce que font finalement les RH au sein des équipes informatiques. Donc voilà, donc ça nous résume un petit peu finalement les enjeux qui sont couverts par le numérique responsable et vous voyez qu'ils sont vastes. Il y a beaucoup de choses. Alors, et du coup, ce que je vous propose, c'est pour rentrer un peu dans le vif du sujet, c'est finalement de se poser une question. Et je vous propose de répondre dans le chat directement. Vous pouvez mettre un numéro, 1, 2 ou 3 dans le chat. À votre avis, si on découpe finalement le fonctionnement du numérique en 3 grands aspects, les équipements utilisateurs, les réseaux qui les connectent entre eux et qui connectent le data center et les data centers, à votre avis, lequel de ces 3-là a le plus d'impact sur l'environnement? Je vous laisse répondre 1, 2 ou 3 dans le chat. Pour activer le chat, vous devez cliquer sur la petite icône à droite sur l'écran pour pouvoir y accéder. Je n'obtiens pas beaucoup de réponses. Est-ce que tout le monde s'en sort avec le chat? Voilà, super. Merci Victor. Les data centers, gros morceau les data centers. Est-ce qu'il y a d'autres réponses, d'autres personnes qui veulent proposer des réponses? Ok, allez, je vous propose de passer à l'analyse. Alors, je vais vous proposer un tableau un peu complexe, mais je vais vous l'expliquer, vous inquiétez pas. Donc, on va retrouver dans ce tableau, qui est issu d'une étude de l'association Green IT, finalement, nos 3 grands équipements là. Les équipements utilisateurs, vous voyez, c'est la ligne qui est là. Les réseaux, deuxième ligne, et les data centers, troisième ligne. Et au passage, je vous ai mis une carte des data centers en Europe aujourd'hui. Carte qui est amenée à ajouter des points de partout parce qu'il y a des projets dans tous les pays pour ajouter des data centers et en particulier en France, je pense que vous en avez entendu parler, l'État investit massivement pour implanter de nouveaux data centers. Et donc, dans mon tableau, là, vous avez en colonne les impacts. Alors, ils sont un peu compliqués, je vais vous les détailler vite fait. Ça, la première colonne, c'est les émissions de gaz à effet de serre. Donc, c'est les kilos de CO2 équivalents. Voilà. Ensuite, on a tout ce qui est consommation de ressources minérales et les métaux. Le troisième, c'est la consommation d'énergie fossile, directement. Donc, alors, pour l'illustrer, les métaux, vous avez bien compris, on a des métaux dans nos équipements, hein, ou dans les réseaux, ou dans les data centers. Et on a également du pétrole dans nos équipements. Tout ce qui est en plastique, tout ce que vous avez en face de vous, ma souris qui est en plastique, là, voilà, c'est du pétrole. La quatrième colonne, ça va être l'eutrophisation de l'eau douce, c'est-à-dire finalement le fait d'enlever
de l'oxygène, de l'eau douce et de la rendre impropre à la vie. Donc ça, c'est des phénomènes qui se passent également. Et ça, c'est en particulier dès l'extraction des métaux. Il y a beaucoup d'eau qui sont utilisées. Donc c'est un effet de l'extraction des métaux. Les particules fines, puisqu'il peut y avoir des émissions de particules fines sur la fabrication des équipements ou sur leur fonctionnement. Ensuite, on a l'acidification de l'eau, donc qui se traduit là par un petit nuage avec des pluies acides. Bon, bref. Les émissions radiatives, alors ça, c'est assez simple. C'est le Wi-Fi et le Bluetooth, par exemple. Donc, toutes les ondes qui sont émises par nos équipements, c'est des émissions radiatives. Et donc, voilà, elles sont catégorisées ici. Et puis, ça, c'est la consommation d'énergie pour les faire fonctionner. Et vous voyez que quand on considère que le total d'émissions de ces trois éléments, c'est 100%, et bien systématiquement, ce sont les équipements utilisateurs qui sont devant les data centers, puis devant les réseaux. Donc en fait, c'est les équipements utilisateurs qui sont le plus impactants. Je vais le prendre avec un exemple très simple en vous disant qu'en France, en moyenne, chaque personne possède 7 équipements numériques, que ce soit des téléphones, des montres connectées, des tablettes, des télés connectées, des ordinateurs. En moyenne, 7. Évidemment, on n'en utilise pas 7 en moyenne, il y en a beaucoup qui sont dans les tiroirs. Et surtout, il y a plein de personnes, plein d'enfants qui ne sont pas comptés dedans parce qu'ils n'ont pas d'équipement à eux, mais en moyenne, c'est 7 en France par personne. Donc voilà, donc c'est la masse finalement. Il y a deux phénomènes. Il y a la masse qui crée le fait que les équipements utilisateurs sont les plus impactants. Et il y a également le fait que les écrans, ce sont les écrans qui sont les plus impactants en termes de fabrication. Fabriquer un écran, c'est très impactant d'un point de vue environnemental. Voilà. Donc, comme les équipements utilisateurs sont les seuls à posséder des écrans, bah, dans les data centers et dans les équipements réseau, il n'y en a pas. Voilà, c'est là que l'impact est le plus fort. Voilà, donc analyser ces informations-là, les prendre en compte, c'est déjà un premier levier très intéressant pour pouvoir justement agir sur les différents impacts, les différents enjeux du numérique responsable. Alors, alors, du coup, on a des nouvelles technologies qui arrivent, et en particulier l'IA. On en parle depuis maintenant un an de manière très intense, l'IA. Bon, bah, quel est l'impact de l'IA dans tout ça? Finalement, l'impact, elle a également, l'IA, elle a également des impacts. C'est un service numérique, je vais le dire comme un autre, pas tout à fait comme un autre. Néanmoins, ce service numérique a des impacts environnementaux. Je vais vous montrer ça sur 2 graphiques juste après. Des impacts sociétaux, en particulier des impacts relatifs à la cybersécurité. Lorsque vous utilisez une IA générative, un chatbot comme ChatGPT ou Copilot ou Gemini, les données que vous lui confiez pour lui demander des résumés, pour faire des analyses, clairement, même si nos amis, les fournisseurs qui les mettent à disposition le jurent et le certifient et l'affichent en noir sur blanc, les données sont récupérées. Vous pouvez en être certain. Les aspects sociaux, je vais les détailler juste là. Et puis, l'impératif de profitabilité, je l'ai remis parce que aujourd'hui, il n'y a que très, très, très peu d'entreprises qui arrivent à avoir un retour d'investissement positif sur l'IA. L'IA générative, ça coûte cher, en particulier quand vous voulez l'utiliser pour réaliser des actions de fond. Et les coûts sont généralement supérieurs aux gains. Et je vous donne un exemple, c'est Uber, qui a consommé cette année en 4 mois la totalité de son budget IA prévu pour l'année 2026. Donc ils avaient prévu un budget qui était conséquent, je suis désolé, j'ai plus le chiffre en tête, plusieurs millions, dizaines de millions d'euros pour l'ensemble de leurs collaborateurs pour utiliser l'IA sur la totalité de l'année. Et en 4 mois, ils l'avaient consommé. Tellement les collaborateurs y allaient et utilisaient tout ça dans tous les sens. Donc on a la question de la profitabilité sur l'IA, elle est importante. Il faut vraiment étudier les choses avant de se lancer. C'est vraiment important. Ok, on parle un peu de l'aspect social, donc des personnes. Et je voudrais faire un focus en particulier sur les risques, des risques pour les collaborateurs à utiliser l'IA. Donc, je le précise, ce sont des risques. Donc, ça veut dire qu'il est possible de les anticiper, il est possible de les travailler pour qu'ils ne se produisent pas. D'accord? Et c'est pas parce que je vous dis que l'IA a tous ces impacts
qu'il ne faut pas l'utiliser. Il y a des cas où l'IA peut être très intéressant. Il faut juste bien étudier les choses pour pouvoir le mettre en place. Et c'est pour ça que je vous présente ces impacts-là. Donc les risques sur les utilisateurs, je vous en présente 3, il y en a encore d'autres, mais en voici 3 principaux. Le premier, je pense que vous en avez entendu parler, c'est l'atrophie cognitive. C'est un mot un peu barbare pour dire que lorsque on délègue complètement notre travail à l'IA, finalement, notre cerveau se décharge complètement sur le système et oublie de réfléchir. Et j'ai vu des gens, avec des anciens collaborateurs avec qui j'ai travaillé, qui utilisaient l'IA tout le temps pour rédiger leurs mails à leur place, pour rédiger des rapports, pour faire des synthèses, tout ce que vous voulez. Quand le service est tombé en panne, parce qu'il est arrivé que certains services tombent en panne, ils ne savaient plus écrire un mail. Ils étaient complètement paumés. En quelques mois de temps, en quelques mois d'usage de l'IA, ils étaient complètement paumés. Alors, heureusement, c'est réversible. C'est-à-dire qu'en coupant l'IA, ils arrivent à retrouver. Mais c'est douloureux, c'est un gros effort, ça prend du temps. Alors que passer et à utiliser l'IA, par contre, c'est immédiat, c'est rapide, ça va tout seul et c'est addictif en plus. Donc voilà, donc un risque. Deuxième risque potentiel, c'est que si vous utilisez l'IA de manière vraiment intelligente pour vous challenger, pour critiquer vous continuez à créer vous-même, continuez à réfléchir par vous-même pour votre travail et vous demandez à l'IA de critiquer votre travail après l'avoir rédigé, par exemple. Donc vous utilisez l'IA finalement comme un sparring partner, comme quelqu'un qui va vraiment vous aider à vous questionner sur votre production de travail. Et bien là, ça marche bien, hein, l'IA apporte beaucoup, mais ce qui se passe, et c'est aussi du vécu, c'est que vous allez finalement être amené à réaliser plus de travail parce que vous êtes challengé, c'est super intéressant, vous avez des nouvelles idées qui arrivent, vous voulez les creuser. Et de la même manière, j'ai rencontré un ancien DSI, un DSI qui est en poste, qui utilisait l'IA comme ça. Et en fait, avant l'IA, il y avait déjà beaucoup de boulot. Et après l'IA, il s'est mis à travailler 1 à 2 heures supplémentaires chaque jour. Bon, ce qui guette ces gens-là, c'est le burn-out. Donc, il faut vraiment faire attention à ça. Dernier risque, c'est complètement l'inverse. Lorsque vous confiez les tâches à l'IA, et en particulier les tâches créatives, les collaborateurs peuvent se sentir dépossédés de leur travail, il y aura une perte de sens dans leur travail, ils vont moins s'investir, et là, on parle de bore-out, c'est le terme consacré en anglais, hein, un peu l'inverse du burn-out, si vous voulez, c'est-à-dire qu'ils s'ennuient à mourir. Donc, ils n'ont plus aucun intérêt à rester au travail. Ils sont perte de sens. Voilà. Donc, c'est 3 risques qui existent. Encore une fois, ce sont des risques. Il faut étudier les choses. Il faut cadrer l'usage de l'IA. C'est souvent ce qui est le plus important. Et il faut le faire avec les utilisateurs, parce que chaque utilisateur peut avoir un besoin différent en termes d'usage de l'IA. Donc, ça, c'est l'aspect social. Et maintenant, je vous propose de regarder vite fait l'aspect environnemental. Alors, encore des graphiques. Je suis désolé, c'est toujours un peu compliqué les graphiques. Alors là, je vous présente une étude du Blue Shift Institute, qui est un institut d'analyse américain, qui montre donc 2 graphiques qui montrent 2 choses différentes pour le chatbot GPT version 4o sur la totalité de l'année 2025. Ce que vous avez sur le graphique du haut, c'est la consommation d'électricité. Et ce que vous avez sur le graphique du bas, c'est les émissions de gaz à effet de serre, donc les tonnes de CO2 émises finalement. La barre verte représente là, si je suis sur le graphique électrique, mais c'est pareil sur la partie gaz à effet de serre, la consommation minimale estimée d'électricité par le modèle GPT-4o, et là, la consommation maximale. Et pour comparer et se représenter ce que ça veut dire, parce que quand on nous dit qu'au minimum, le modèle a consommé sur toute l'année 2025 391 gigawattheures, c'est un peu difficile de se représenter ce que ça veut dire. 391 gigawattheures aux États-Unis, c'est l'équivalent de 35 000 foyers. La consommation électrique de 35 000 foyers sur une année, ou 50 hôpitaux, voilà, qui utilisent des équipements qui consomment pas mal d'énergie aussi. Et en termes d'émissions de gaz à effet de serre, même principe. Là, on nous dit qu'ils ont émis 138 000 tonnes de gaz à effet de serre. C'est difficile de se représenter les choses. 138 000 tonnes de gaz à effet de serre, c'est l'équivalent de 30 000 voitures à essence qui fonctionnent pendant un an, enfin, sur le kilométrage moyen annuel. Voilà. L'équivalent de 30 000 voitures à essence, juste pour un modèle, un chatbot, une version d'un chatbot même, puisque vous savez que OpenAI, qui donc développe ChatGPT, fournit plusieurs versions.
Donc, et vous avez en plus tous les concurrents qui en fournissent aussi. Hein. Donc, c'est juste un bout d'une IA. C'est des impacts qui sont énormes. Et c'est pas prêt de s'arrêter, puisque là, pour le coup, un cabinet de conseil qui s'appelle Arthur D. Little et l'Agence internationale de l'énergie nous disent que entre 2024 et 2030, le nombre de serveurs IA, voilà ce qu'ils appellent Accelerated Servers, va être multiplié par 5. Si je simplifie, 5 fois plus de serveurs en 5 ans. C'est une trajectoire exponentielle. Et pour soutenir cette trajectoire, ce n'est pas les seuls équipements qu'il faut ajouter. Il faut ajouter, la barre ici, c'est le refroidissement. Et vous voyez qu'elle est en forte croissance parce que ces serveurs accélérés, ces puces IA, là, elles émettent tellement de chaleur que c'est beaucoup plus compliqué à les refroidir que les data centers classiques. Et puis, vous avez un autre truc qui croît, là, c'est la bande un peu plus claire au-dessus, ce sont les équipements informatiques complémentaires. Bah oui, si vous mettez plus de serveurs IA, il faut plus de réseaux, il faut plus de bases de données pour contenir toutes les données, il faut plus de sites web pour créer les chatbots et que les gens puissent les interroger. Donc voilà, donc il y a aussi des équipements à côté qui ne sont pas que des serveurs IA, mais qui sont nécessaires pour qu'ils puissent fonctionner. Donc voilà, donc on a, non seulement c'est déjà conséquent, hein, moi je peux vous le dire par rapport à ces chiffres-là, c'est conséquent, mais en plus ça va se multiplier par 5. Voilà, donc l'IA, ça peut être utile. Mon conseil, c'est il faut bien étudier les choses pour bien voir les impacts et bien évaluer les gains, les bénéfices de son usage par rapport aux impacts et aux coûts que ça peut représenter. Voilà, ce que je vous propose maintenant, c'est de passer au label numérique responsable. Le label numérique responsable, c'est un label qui est certifiant, qui permet donc de valider et de confirmer à une entreprise qu'elle s'est engagée dans la voie du numérique responsable et qu'elle réalise des efforts et qu'elle les réussit sur un certain nombre de points. Et je vais vous détailler ça juste après. Mais aussi, c'est un moyen d'intégrer le club des entreprises certifiées qui, finalement, vont partager entre elles des bonnes pratiques sur ces questions-là. Comme vous le voyez, il y a 2 niveaux, un niveau 1, un niveau 2. Comment ça se passe pour obtenir les différents niveaux de certification? Il y a un référentiel qui existe, qui est ouvert. Je vous ai mis le lien en dessous, là. Il est géré par l'agence Lucie. Et ce référentiel, il est organisé en 4 catégories qui vont être systématiquement utilisées par toutes les organisations qui veulent soumettre leur demande de label, plus une catégorie spéciale pour les collectivités, donc tout ce qui est commune ou communauté de communes, et puis une catégorie spéciale pour les entreprises de services numériques, hein, les Capgemini, les Soprasteria, enfin toutes les entreprises qui fournissent des services numériques parce que c'est leur quotidien. Donc elles ont des critères en plus évidemment, pour obtenir un label NR, puisqu'elles sont responsables des services qu'elles rendent à leurs clients. Donc, on va évaluer finalement les entreprises sur ces différentes catégories et comment ça se passe. Donc, puisque ce référentiel il est disponible, les entreprises vont finalement se préparer en allant le consulter. Elles vont mettre en place les plans d'action nécessaires sur ces différentes catégories. Je vais vous montrer après ce que contiennent les catégories. Et puis, elles vont contacter l'agence Lucie pour finalement exprimer leur souhait d'être finalement labellisées. Et l'agence Lucie va les orienter vers un des 3 cabinets d'audit qui a été formé au label et qui est autorisé à faire un audit de l'organisation sur justement les différents critères du label. Cet audit va rendre un diagnostic complet et va permettre à l'organisation de définir ses engagements finalement pour améliorer son score par rapport à ce que l'audit a constaté sur le terrain. C'est ça, c'est son plan d'action d'amélioration finalement. Tout ça est transmis à l'agence Lucie et l'agence Lucie organise une revue par les pairs. Donc il y a des experts en numérique responsable comme moi qui sont conviés à analyser finalement les retours de l'audit et les engagements qui sont pris par l'entreprise qui soumet sa demande de label pour pouvoir soit valider, évidemment, l'obtention du label, soit la refuser si c'est vraiment un dégage trop fort, ou alors simplement émettre des réserves qui doivent être levées en quelques mois pour pouvoir être certifié.
Donc, on ne va pas détailler tout parce que il y en a quand même beaucoup. Et là, en plus, vous ne voyez que les sous-catégories. Il y a encore des ensembles plus fins derrière. Mais voilà, pour vous dire de manière très simple, sur la partie stratégie et gouvernance, l'objectif, c'est simplement d'intégrer le numérique responsable dans la stratégie de l'organisation et de formaliser une politique autour du numérique responsable et de la déployer. Donc, c'est assez classique. Voilà. Cette politique, elle doit être soutenue, donc on doit avoir effectivement les parties prenantes internes et externes qui sont conviées à contribuer à cette démarche. Il faut intégrer l'accessibilité numérique, on en a parlé tout à l'heure, développer les compétences et puis communiquer autour de ces engagements-là. Et puis là, on a le cœur du réacteur, c'est le cycle de vie des services numériques. Et voilà, vous voyez qu'on va travailler 4 services numériques, les équipements, poste de travail, impression, téléphonie, les logiciels, les applications ou les services distants, les infrastructures, donc réseau, serveur, centre de données, et les données en elles-mêmes. Voilà. Donc grâce à ces 4 grands domaines, on va être capable de vraiment agir sur ce qui crée finalement le système d'information. Voilà, je ne vais pas le détailler. Sachez que c'est disponible et que ça peut être vraiment un point de départ intéressant pour se lancer dans le numérique responsable, parce que ça vous donne finalement tous les axes de réflexion à avoir sur comment votre informatique fonctionne. Ok, alors pour concrétiser un petit peu les choses, parce que je parle de plein de choses, mais c'est difficile de se rendre compte de tout ça, ce que je vous propose, c'est de rentrer dans un petit cas, un cas concret, et de finalement regarder un petit peu la gestion des postes de travail. Pourquoi j'ai choisi ça? Eh ben, en fait, tiens, je vais vous retourner la question. Est-ce que vous pouvez me citer un enjeu, qu'il soit environnemental, sociétal, social ou de profitabilité, dans le chat, qui concerne les postes de travail par rapport à tout ce qu'on a vu déjà? À votre avis, quel peut être un enjeu lié au poste de travail? J'attends vos réponses dans le chat. On va déjà dresser des choses sur les différentes parties. C'est des choses qui reviennent. Mais globalement, vous avez forcément des enjeux environnementaux. On les a vus tout à l'heure sur le slide avec justement les 3 grandes composantes d'un système d'information. Les enjeux sociétaux, ils peuvent être un petit peu moins évidents, mais il y en a quand même. Puisque typiquement, je vous ai mentionné tout à l'heure les achats responsables, et qu'une organisation loue ou achète ses postes de travail, et ben, elle doit prendre en compte un certain nombre de choses. Sur le social, on va probablement parler justement d'accessibilité. La taille des écrans peut être un point important. Ouais, le recyclage, tout à fait. Le recyclage ou tout simplement la fin de vie du matériel, c'est un point important sur les aspects environnementaux qui peut justement avoir en plus un impact positif sur le sociétal, c'est tout à fait vrai, puisque le vieux matériel peut tout à fait être cédé à des associations, à des écoles, et il va avoir une deuxième vie derrière, après sa vie en entreprise, et être utile et continuer à vivre pour permettre à d'autres personnes d'en profiter, en fait, finalement. Donc oui, la circularité, finalement, c'est un enjeu super intéressant à considérer, tout à fait. Ok, alors, déjà, ce que je peux vous dire, c'est que si votre organisation gère les postes de travail de manière classique, ce que je veux dire par classique, c'est comme le font 80% des entreprises aujourd'hui, et je me mets dedans parce que j'ai été DSI et j'ai géré classiquement des PC, vous couvrez déjà des enjeux. Donc en fait, c'est pas voilà, c'est pas il y a déjà une partie qui est atteinte naturellement, parce que quand on achète du matériel ou quand on loue du matériel et qu'on doit le restituer ou qu'on doit justement gérer sa fin de vie, on fait déjà ces efforts de réfléchir. Donc voilà. Et c'est pour ça que la remarque sur le matériel obsolète est intéressante, c'est que pour pouvoir vraiment considérer les postes de travail, il faut penser à leur cycle de vie. Leur cycle de vie, il est assez simple. C'est un petit peu un résumé de ce qu'on a vu précédemment. On va avoir des impacts au niveau de la production des matières premières, donc les mines, l'extraction du pétrole, etc. Du coup, voilà. La fabrication, donc la transformation de ces matières premières
en puces électroniques, en écran, en plastique, etc. Évidemment, il va y avoir pas mal de transport dans l'histoire, hein, parce que les mines, elles ne sont pas au même endroit que les usines, qui ne sont pas au même endroit que les consommateurs. Hein. Alors, si on est un consommateur particulier, évidemment, il y a une distribution qui se fait dans les magasins. Quand on achète, du matériel électronique, c'est plutôt par son grossiste qu'on va passer. Il y a l'utilisation, hein, et puis la fin de vie. Donc voilà, on va considérer l'ensemble de ces étapes dans le cycle de vie d'un matériel pour pouvoir vraiment considérer les impacts à chacune de ces étapes. Et concrètement, qu'est-ce qu'on peut faire alors? Donc sur ces équipements-là, je vous donne quelques exemples d'actions possibles. La circularité, ça va être le premier. Pour pouvoir effectivement… non, pardon, je me trompe. Excusez-moi. C'est pas la circularité, le premier. Le premier, c'est vraiment le choix du matériel. Le fait que vous choisissiez du matériel qui puisse être réallouable. C'est-à-dire que si un collaborateur ne l'utilise plus, on a la capacité, par exemple, à le nettoyer, à le remettre en état et à le confier à un autre collaborateur pour qu'il continue à vivre au sein de l'entreprise. Donc, c'est une sorte de circularité, mais il ne quitte pas l'entreprise. Qui puisse être réparé aussi, pourquoi pas en interne, parce que vous le savez, hein, il y a des accidents, on renverse son café, on laisse tomber l'ordinateur, voilà, ça m'est arrivé à moi aussi, ça arrive à tout le monde, c'est un accident, c'est la vie. Qu'ils soient réparables, ça permet de les faire durer, ces équipements. Et si on veut les faire durer, il faut qu'ils aient une performance qui accompagne l'utilisateur tout au long, finalement, de son usage. Et donc, il faut une performance souvent qui soit élevée. C'est-à-dire qu'il vous faut des processeurs puissants, il vous faut de la RAM, il vous faut des disques durs efficaces pour qu'ils puissent être utilisés plus longtemps. Parce qu'avec l'évolution des logiciels, vous savez qu'on appelle ça l'obésité logicielle. Ils prennent du poids de plus en plus, ils sont de plus en plus lourds et les machines ralentissent. Donc, en prévoyant des machines plus puissantes au départ, il y a plus de chances qu'elles durent plus longtemps. Et puis, on verra que la dernière étape est aussi intéressante, le dernier point. Vous pouvez aussi exploiter des critères d'achat responsable. Donc, il y existe des labels. Vous pouvez demander à vos fournisseurs d'utiliser certains labels, que leur matériel soit certifié avec ces labels-là. Ça peut être un bon point. Mais vous pouvez aussi élaborer vos propres critères ou employer des clauses. Et je vous donnerai un exemple tout à l'heure. Des clauses dans vos appels d'offres pour pouvoir justement acheter ou louer le bon matériel. Il est possible également de travailler directement avec le fournisseur hein, et d'aller le questionner, de le faire venir, de discuter avec lui des impacts, de le faire réagir sur les solutions qu'il a, ou parce qu'ils font des choses, hein, donc ils ont des possibilités de vous aider là-dessus, les fournisseurs. Ils sont challengés par leurs clients, donc ils ont déjà réfléchi à plein de choses. Il faut évidemment former les équipes en charge de la bureautique. Hein. Si vous voulez que le matériel puisse être réparé, il faut que les techniciens soient capables de le réparer. Et puis, il faut accompagner les utilisateurs. Et là, un truc qui marche bien, c'est par exemple de prévoir un rendez-vous régulier d'entretien du matériel. Donc, une fois par an, par exemple, hein, vous pouvez proposer à tous les utilisateurs de venir avec leur PC et les techniciens, là, ils vont faire un coup de ménage, ils vont le démonter, ils vont enlever la poussière. Déjà, il fera moins de bruit, avec le ventilateur, il fera moins de bruit. Et puis, ils vont faire un peu de ménage aussi dans le logiciel, justement, hein, sur Windows, par exemple, si vous utilisez Windows. Ils vont peut-être supprimer les fichiers obsolètes, désinstaller des applications qui sont plus utiles, enfin faire un peu de ménage pour que le PC retrouve un peu de vie. Quoi. Voilà. Donc ça peut être des choses utiles pour prolonger la durée de vie du matériel. Donc évidemment, faire tout ça, ça a des impacts. Si vous achetez du matériel réparable et plus performant, c'est plus cher, évidemment. Mais en contrepartie, il dure plus longtemps. Donc, du coup, si on calcule le TCO, hein, le coût total de possession du matériel sur plusieurs années, ça s'équilibre. Vous allez devoir former vos techniciens et vos collaborateurs. Mais du coup, les équipements sont évolutifs. Hein, vous pouvez, puisqu'il est réparable et que, vous voyez, on a toutes des pièces détachées, vous pouvez à un moment donné changer plus facilement un disque dur, changer plus facilement une carte graphique pour le faire évoluer. Et donc ça facilite l'acceptation par les collaborateurs des contraintes du fait qu'ils vont peut-être garder leur équipement plus longtemps ou qu'ils récupèrent du matériel qui a déjà servi. Et puis, par contre, il y a aussi moins de choix techniques. Il y a moins de matériel qui sont réparables sur le marché que de matériel plus classique, entre guillemets, j'allais dire, qui sont jetables. Hein. J'exagère en disant un petit peu ça, mais c'est presque ça. Mais en contrepartie, c'est voilà, le peu de choix que vous avez, quand vous faites les bons choix, vous avez plus de pièces détachées et un bien meilleur suivi. En fait, tout ça, ça signifie passer d'un modèle
de performance économique uniquement à un modèle de robustesse. Et franchement, je l'ai vécu, puisque je vous dis, je l'ai fait. Hein, j'étais dans un modèle de performance. On cherchait à avoir le matériel le moins cher possible, sans s'occuper de la qualité pour les utilisateurs, de leur usage personnel, etc. etc. Et voilà, quand ça cassait, on récupérait le PC, on en déployait un nouveau. En passant à un modèle de robustesse, on a gagné de l'argent et on avait des utilisateurs qui étaient plus contents. Donc au final, c'était tout bénef. Ok, alors pour concrétiser ça, nouveau petit sondage dans le chat. Je vous propose 3 laptops. Un Mac, un HP, alors je vous ai mis les modèles, mais à la limite, c'est pas très important, et un laptop, enfin un PC portable Dell. Donc c'est des équipements courants, hein, on les trouve très classiquement. À votre avis, lequel émet le moins de gaz à effet de serre sur l'ensemble de son cycle de vie, hein, le cycle de vie qu'on a vu, la totalité de son cycle de vie. À votre avis, lequel est le plus vertueux, finalement, par rapport à ça? Et puis, ça me permettra d'ailleurs de voir, quand on regardera la réponse, de donner une idée du poids en émissions de gaz à effet de serre de chacun de ces équipements. Est-ce que c'est le Mac, est-ce que c'est le HP ou est-ce que c'est le Dell qui va être le plus vertueux? Avez-vous une idée? J'en profite pour boire un coup, il fait chaud. Bon, c'est pas facile hein, quand on ne sait pas. Alors le Mac va durer plus longtemps. Excellent point. Tout à fait. C'est tout à fait vrai et ça fait partie de l'équation, il faut la considérer. Exactement. Alors, regardons. J'ai été chercher sur le site d'Apple, d'HP et de Dell ce qu'ils appellent les carbon footprint, c'est-à-dire un document qui présente l'empreinte footprint carbone des équipements. Et j'ai fait une capture d'écran et je vous les affiche. Le Mac. Ce que nous dit Apple, c'est que sur l'ensemble de son cycle de vie, le Mac, il émet 158 kg d'équivalent carbone. Et effectivement, il a une durée de vie potentielle élevée. J'ai mis 7 à 8 ans en entreprise. Évidemment, ça peut être plus, ça peut être moins, bon, voilà. Et surtout, après son temps en entreprise, il peut encore fonctionner 3 à 5 ans supplémentaires. Donc, c'est vraiment pas neutre. HP, eux, nous disent que donc ce modèle-là d'équipement va émettre 200 kg d'équivalent carbone sur son cycle de vie. Et puis, comme pour Mac, alors là, on a des barres, mais on n'a pas le détail de ce que représentent les barres. Mais là, on a le détail en pourcentage et on voit que, par exemple, la fabrication, c'est 74% de ces 200 kg. Donc déjà, c'est plus que Mac. Après, je vous ferai un petit commentaire là-dessus. Et puis Dell, eux, nous donnent pas le détail du tout. Ils nous disent, globalement, parce que c'est un ordinateur qui peut être configuré avec des puissances différentes. Enfin, il peut être configuré différemment. Donc, quand on prend le plus simple possible, il va émettre 165 kg de CO2 sur son cycle de vie. Et quand on prend le plus complet, le plus cher, probablement, c'est 587 kg. Donc, il y a une grosse variabilité. Néanmoins, la moyenne est à 285 kg de CO2 sur ce type d'équipement. Voilà, quand on voit ça, et que la durée de vie des PC, en général, c'est 5 à 7 ans, et encore, je suis gentil, 5 à 7 ans, c'est beaucoup, et 2 à 5 ans après, on voit que le Mac, il a une durée de vie plus importante, et vraisemblablement, il émet moins. Alors, je me permets de vous dire que ce chiffre-là m'étonne énormément, mais alors vraiment beaucoup. Je vous ai dit tout à l'heure que c'est les écrans qui ont le plus d'impact. Fabriquer un écran, c'est là qu'on a le gros de l'impact en émissions de carbone. Ici, j'ai un Mac de 15 pouces et là, j'ai un PC de 14 pouces. Donc, l'écran est plus petit. Donc, je ne comprends pas que le PC émette plus. Ce n'est pas normal. Il y a un truc qui ne va pas. Et j'ai travaillé sur l'analyse du cycle de vie. C'est une technique qui permet justement de faire l'analyse complète. Hein, et quand on regarde les chiffres d'Apple, il y a des incohérences à certains endroits qui sont bizarres. Donc, ce n'est pas un chiffre qui est très, à mon avis, il en manque. Voilà. Bon, mais néanmoins, voilà, ça nous donne une idée. Vous pouvez retenir, pour faire très simple, qu'un PC, un laptop, c'est 200 kg de CO2 en moyenne, un laptop, sur la totalité de son cycle de vie. Donc effectivement, plus on le fait durer, et comme la fabrication, c'est souvent, vous pouvez retenir 80%, comme ça c'est plus simple, c'est souvent 80% des émissions, plus on le fait durer,
moins on le renouvelle, moins on émet de gaz à effet de serre. Voilà. Ok, dernier point de notre webinaire, c'est comment se lancer dans une démarche NR. Alors, je vous ai listé ici un certain nombre de points qui me paraissent essentiels pour vous lancer, si vous lancez cette démarche. Sachez que cette liste n'est pas exhaustive et qu'elle n'est pas priorisée, évidemment. Chaque entreprise, chaque organisation est différente. Il faut regarder le contexte, il faut observer l'état des lieux. Il y a peut-être déjà plein de choses qui sont faites et qui sont super utiles à valoriser. Donc voilà, je simplifie là. Voilà. Bon, néanmoins, la première chose, c'est se former, parce que malgré tout, il faut comprendre de quoi on parle. Et vous avez vu, hein, rien qu'en 3/4 d'heure, là, on a abordé beaucoup de notions. Donc, il faut quand même se former pour bien comprendre tout ça. Et puis, il faut impliquer la direction. Et pas seulement le directeur informatique et ses collaborateurs directs, impliquer la direction de l'entreprise, puisque les utilisateurs, qui ne sont pas forcément des informaticiens, qui travaillent partout dans l'entreprise, vont être impactés. Donc, il faut vraiment qu'il y ait une démarche d'ensemble. Il va être utile de informer et sensibiliser aux enjeux qu'on a parlé toutes les parties prenantes. Ça va être un moyen d'expliquer ou de faire réfléchir ces parties prenantes aux impacts et de trouver des solutions. Vous pouvez utiliser un référentiel comme le label NR pour identifier votre niveau de maturité, mais aussi vous guider justement dans cette démarche, hein, parce qu'il y a quand même beaucoup de choses qui sont utiles par rapport à ça. Il va falloir également avoir des indicateurs environnementaux, sociaux et de gouvernance ou sociétaux. Il va falloir des indicateurs qui vous montrent, un peu comme on a vu juste avant avec les postes de travail sur les émissions de gaz à effet de serre, qui vous montrent où vous en êtes et finalement quel est l'effet de vos actions. Quel est l'effet positif ou négatif de vos actions. Sinon, vous ne savez pas où vous allez, quoi. Évidemment, il va falloir adapter la stratégie informatique et les priorités. Donc ça peut se faire sur la base d'une analyse de risque et une analyse d'opportunité, hein, puisqu'on a vu qu'on pouvait aussi avoir des opportunités sur certains aspects. Créer un plan d'action opérationnel pour répondre à cette stratégie. Et puis, évidemment, piloter, suivre, communiquer, partager, sensibiliser, enfin, tout ce qui est classique dans un pilotage de plan. Et je vous propose aussi quelques outils à considérer. Donc, bon, vous l'avez déjà dit, mais le label NR et notamment la grille de critères est très intéressante à regarder. L'Institut du numérique responsable, vous pouvez aller voir sur leur site web, propose également un clausier numérique éco-responsable. Donc, c'est un ensemble de clauses que vous pouvez mettre dans vos appels d'offres quand vous achetez un service numérique ou du matériel informatique. C'est prêt à l'emploi. Alors, il ne faut peut-être pas faire un copier-coller, il faut peut-être juste l'approprier et puis prendre ce qui vous intéresse. Mais en tout cas, ça peut être super intéressant. Vous pouvez également utiliser des démarches qu'on appelle 5R pour décider ou non de créer un service numérique. Les 5R, c'est refuser. Donc, je ne vais pas tout de suite lancer un service numérique. Je ne vais pas tout de suite acheter du nouveau matériel. Je refuse. Je vais réduire ce qui est en place. Je vais réutiliser. On a aussi rendre à la terre ou réemployer, hein, donc la circularité de tout à l'heure. Et en dernier ressort, recycler si on n'arrive plus à exploiter ce qu'on a déjà. Et évidemment, je vous ai mentionné le bilan carbone parce que ça, c'est un excellent moyen finalement d'avoir une photo de là où vous en êtes sur les émissions de gaz à effet de serre et d'identifier les endroits où ça va être plus efficace d'intervenir. Je vous prends un exemple tout bête. On a entendu beaucoup il y a quelques années qu'il fallait absolument nettoyer nos mails, supprimer nos mails, etc., que c'était bon pour la planète. C'est absolument ridicule. Ça n'a aucun effet, quasiment aucun effet par rapport à ce qu'on a vu juste avant sur les 200 kg d'émissions de gaz à effet de serre d'un ordinateur. Donc, c'est un conseil qui est facile et qui peut être utile d'ailleurs en tant que collaborateur de nettoyer sa boîte mail régulièrement pour mieux s'y retrouver. Mais ça, c'est de l'organisation personnelle. Mais voilà, il vaut mieux travailler les postes de travail que travailler les mails des collaborateurs. Moi, je vous le dis comme ça. Voilà, j'ai fait le tour. Est-ce que vous avez des questions à poser? Et ce que je pourrais également peut-être finir avec un petit mot de conclusion en mentionnant que vous avez vu, c'est quelque chose d'assez complet. Il y a beaucoup de notions, il y a beaucoup d'aspects.
il n'y a pas l'obligation de se lancer non plus quand vous voulez lancer la démarche sur tous les aspects en même temps, hein. Il est aussi possible de travailler une notion, un impact, un aspect particulier, parce que vous savez que vous allez aller plus vite, parce que c'est plus important pour vous. Je reprends la cybersécurité. La cybersécurité est peut-être un enjeu majeur pour vous. Donc vous allez commencer par ça, et puis vous allez adresser les deux autres aspects au fur et à mesure. Mais voilà, c'est votre analyse de risque et opportunité qui vous donnera les réponses par rapport à ça. Est-ce que vous avez des questions? Alors, en tout cas, il n'y a pas de questions dans le chat, mais ça ne vous empêche pas de les poser maintenant. On a encore quelques minutes. Voilà, Romain, vous avez été extrêmement clair. Tant mieux. Alors, il y a quelques questions qui apparaissent. Que pensez-vous des AI PC? Alors, effectivement, on nous propose maintenant sur le marché des processeurs dans nos ordinateurs qui, en plus de comment dirais-je, la partie habituelle d'un processeur, enfin le calcul classique d'un processeur qui fait tourner nos ordinateurs, ajoute un élément de calcul type réseau de neurones. Désolé, je simplifie. Voilà, type réseau de neurones qui va faire fonctionner une IA en local. Donc ça, c'est intéressant. Ça peut être intéressant parce qu'effectivement, on ne va pas aller solliciter des data centers à l'autre bout de la planète pour faire fonctionner des modèles d'IA. Et surtout, le modèle d'IA, il va fonctionner en local. Donc ça permet un problème de sécurité, c'est-à-dire que si on se débrouille bien, les données ne vont pas partir ailleurs. Mais pour faire ça, il faut quand même avoir des outils et développer des outils spécifiques qui vont être capables d'utiliser la partie IA des processeurs, ce que les chatbots classiques que j'ai cités tout à l'heure, ChatGPT, Copilot ou Gemini, ne font pas. Ils ne sont pas, ils sont faits pour fonctionner dans le cloud de Google, dans le cloud de Microsoft ou dans le cloud d'OpenAI. Donc, du coup, voilà, il faut développer quelque chose de local. Mais ça peut être intéressant. Ça peut être intéressant. Ça peut même être parfois plus intéressant parce que effectivement, vous allez pouvoir le spécialiser sur vos besoins. Voilà. Une IA généraliste, c'est vraiment un truc, faut le voir comme un ensemble qui est conçu, ou en tout cas, dont l'idée de la conception, c'est de pouvoir répondre à tout, finalement, tout ce que l'humanité peut demander. Et en fait, donc c'est un immense ensemble, et nous, on va leur poser une question ultra précise sur un thème. Ça, c'est extrêmement inefficace. Donc, d'ailleurs, je crois que l'usage majeur des chatbots IA génératives, c'est de la recherche. Ça a remplacé la recherche Google. Oui. La recherche Google est 10 à 20 fois moins consommatrice d'eau et émettrice de gaz à effet de serre que la même question dans un chatbot. Donc, poser une question toute simple voilà, on va poser une question ultra spécialisée à un ensemble qui est capable de traiter plein de choses, qui a été entraîné pour tout. Donc, en fait, localiser et spécialiser les IA par rapport à un besoin précis, ça c'est super intéressant parce que là, on va vraiment réduire le spectre, on va être ultra efficace, ultra efficient, et ça, c'est vraiment pertinent pour moi. Bon, bah écoutez, si pas d'autres questions. Les questions sont épuisées. Eh bien, très bien. Bah, écoutez, merci beaucoup Romain pour cette présentation. Merci à tous d'avoir participé à ce webinaire. Voilà, j'espère qu'il vous aura apporté toutes les réponses que vous mais il y en aura en tout cas quelques réponses, oui, effectivement. Il y en aura, j'imagine que si vous en avez d'autres, en tout cas, vous n'hésitez pas à revenir vers nous pour qu'on puisse y répondre. En tout cas, vous recevrez le lien avec le replay prochainement de ce webinaire. Voilà. Merci à tous et bon après-midi. Belle journée, au revoir. Au revoir.